Alors, bonjour à tous. On va essayer de parler bien fort parce qu'il y a quand même un peu de bruit autour. Donc, je suis Marion Château, responsable communication digitale de Vin et Société. Et on va parler pendant 45 minutes d'intelligence collective. Donc, ces dernières décennies, avec la multiplication des crises multifactorielles, il y a une nécessité du collectif qui revient en force. On dit de l'intelligence collective que c'est l'addition c'est la somme de toutes les intelligences individuelles, mais également les échanges qu'il y a entre les membres du groupe qui forment cette intelligence collective. Donc on va voir que de par nos relations qu'on a dans un groupe ou dans une filière, et également la compréhension d'un intérêt commun, on va construire la base de cette intelligence collective. Mais dans une société où on nous demande toujours de montrer notre différence, où l'individualisme est de plus en plus fort, comment mobiliser les acteurs de toute cette filière autour d'un projet commun. Nous allons essayer de répondre à ces questions avec donc, nos intervenants du jour, tous experts en communication et notamment collective. Donc, en même temps que vous allez vous présenter, je vais vous poser une première question qui est: ensemble, est-ce qu'on est vraiment plus fort? Peut-être Iris, si tu veux commencer. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Iris Borut, je suis directrice de l'association Vignerons Engagés, qui représente 80 entreprises, producteurs, négociants, distributeurs, fournisseurs de matières sèches de la filière. Donc oui, de base, la réponse ensemble, bien entendu, on est plus fort. On va peut-être pas plus vite, mais en tout cas plus loin et plus longtemps. Okay, on va voir comment alors, et après, Sophie. Donc, bonjour à tous, je suis Sophie Pedrosa, je travaille à la direction communication d'Interfel, donc l'interprofession des fruits et des légumes frais. Donc on représente l'ensemble des acteurs de la filière, de l'amont à l'aval, de la production jusqu'à la grande distribution. Pour répondre à la question, je pense qu'on va tous être unanimes là-dessus. Ensemble plus fort, ça fait vraiment sens, en tout cas dans la filière des fruits et légumes, pour deux raisons. Dans notre filière, en fait, il y a une multitude de petites entreprises, d'entreprises de différentes tailles, avec des moyens de communication très divers et variés, parfois des moyens limités en matière de budget de com. Et dans notre filière, il y a très peu de marques existantes, au-delà de Prince de Bretagne et Savéole, que vous connaissez peut-être. Pas grand monde, pas grand-chose en matière de communication de marque. D'où l'importance pour les professionnels de la filière de cette communication collective pour parler ensemble, conjointement, et être entendus par les consommateurs. Et on l'espère, inciter les gens à manger davantage de fruits et légumes frais. Bonjour, Adrien Dean, directeur marketing et stratégie d'influence au CNIEL, donc l'interprofession des produits laitiers, donc plus connue sous la signature Les Produits Laitiers. J'ai rejoint effectivement mes collègues, et notamment sur le même modèle qu'Interfel. La base de l'interprofession, c'est l'essence du collectif. Donc on représente l'ensemble des maillons, comme l'a dit Sophie sur Interfel, du producteur au distributeur en passant par les transformateurs privés et coopératives. Et cette base fait qu'on doit représenter l'ensemble des maillons à l'unanimité. Toutes les décisions sont prises à l'unanimité, pas à la majorité. Ça, c'est très important. Donc effectivement, on avance peut-être plus lentement, mais plus fortement. Et au moins, tout le monde est d'accord autour de la table pour avancer. Et effectivement, c'est important qu'on représente... Alors nous, dans la filière laitière, on a beaucoup plus de marques, effectivement. Des gros groupes comme Lactalis, Danone ou Sodial, en partant pas des petites TPE, PME, des producteurs fermiers. Et l'idée ici, c'est effectivement de pousser la filière, mais aussi les produits laitiers, mais de manière générique. Et par moment, effectivement, on va le voir plus tard, qu'effectivement, il y a cette nécessité d'avoir effectivement une compétitivité commune et de tous s'engager ensemble pour porter un message commun qui peut être partagé par tous. Samuel, est-ce que tu es d'accord ? Merci Marion, donc Samuel Montgermont, président de Vin et Société. Moi je vais dire instinctivement non. Non. La communication collective, instinctivement, c'est pas sûr qu'on soit plus fort. Et je m'explique. Parce que je pense qu'il faut qu'on distingue des communications de crise, par exemple, où là, par expérience et à Vin et Société, on est assez expert là-dessus. On arrive à tenir une communication collective très alignée, très affirmée et suffisamment en pointe pour défendre le sujet. Sur les communications positives, en tous les cas sur la filière vin que je connais bien, je suis aussi vice-président d'Interrhône, j'observe que c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on a une
forte imprégnation de régionalisme, de spécificité. Et pour le coup, j'ai entendu la recherche de l'unanimité. Parfois, chez nous, l'unanimité peut tirer vers le bas et parfois un consensus un peu mou. Donc, je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de communication collective possible, mais il y a vraiment un dosage à faire sur l'ambition recherchée et surtout l'objectif qu'on s'est fixé à atteindre sur cette communication collective. Et justement, ça amène la deuxième question, c'est est-ce que c'est nécessairement en temps de crise qu'on doit faire des actions collectives? Parce que nous, chez 20 et Société, c'est vrai qu'on tourne beaucoup autour de ça, mais est-ce que ça peut être dans des communications positives, de notoriété, vous, dans vos secteurs ou organismes, est-ce que vous êtes parti d'autre chose que d'une crise, en fait, dans vos communications collectives? Alors oui, 2 sujets, communication de crise. La communication collective peut être une réponse intéressante. De la même façon, on va essayer de parler d'une seule voix, une voix unifiée, un seul et même discours, dans l'objectif de rassurer. En général, en com de crise, l'important c'est réassurer le consommateur. Et il faut absolument éviter toute cacophonie. Des messages divergents sont plus que contre-productifs en situation de crise. Après, fort heureusement, la communication collective a aussi un atout pour d'autres approches, travailler l'image, travailler le rappel à l'esprit, donner envie de consommer les produits. C'est aussi le rôle de la communication collective et on se défend assez bien. Je suis d'accord effectivement sur la communication de crise. Enfin, quand il y a une crise, généralement, c'est bien d'avoir un collectif. Ça permet d'éviter de stigmatiser un éleveur, un producteur, une entreprise. Ça permet d'avoir une voix commune, effectivement, et d'éviter la cacophonie dans certains cas. Et ça permet aussi du coup de rassembler tout le monde autour de la table. Nous, on a eu dans les années 90 la crise de la vache folle, qui a été une crise très importante, aussi bien pour la viande que les éleveurs aussi de lait qui ont des vaches. Donc il y a ces cas-là, effectivement, mais il y a aussi des cas positifs, où par exemple, dans le cas de la filière laitière, récemment, on a lancé la démarche de responsabilité sociétale France Terre de lait. Donc c'est se mettre autour de la table. C'était suite aux États généraux de l'alimentation. La filière laitière a répondu positivement en proposant un socle de valeurs communs, en portant des valeurs, un socle de valeurs et des engagements forts auprès du consommateur, auprès de la filière laitière et auprès des attentes du gouvernement. Donc rassembler tout le monde, se mettre d'accord ensemble sur des engagements forts, que ce soit environnementaux, bien-être animal, qualité du lait, économique. Donc ça aussi, et après il faut communiquer dessus. Donc il faut d'abord se mettre d'accord, et ensuite le communiquer, et que tous ensemble, tous les maillons de la chaîne soient porteurs et porte-parole de ce socle commun, de cette démarche. Donc par moment, oui, effectivement, il y a les crises qui sont une évidence, par moment où voilà, on recherche vers qui se tourner, comment communiquer ensemble. Mais il y a aussi, en ce moment, les démarches RSE, c'est le cas de beaucoup de filières, de secteurs. Ces moments aussi sont là pour pouvoir se retrouver dans un collectif. Et justement, toi, Iris, par les vignerons engagés, c'est comme ça que vous voyez les choses, la construction d'un collectif autour de valeurs? Oui, puisque si on... Juste 3 mots sur vignerons engagés, donc on est à la fois le label RSE de la filière vin et le collectif qui fédère toutes les entreprises qui veulent s'engager dans le développement durable. Et donc, en effet, par essence même, les vignerons et même globalement les producteurs, distributeurs, négociants, etc., qui nous rejoignent, ils viennent parce qu'ils ont envie d'aller plus loin dans le développement durable. Donc, ils ont ça dans leur ADN, ou en tout cas, ils ont envie de mettre l'accent là-dessus. Donc, ils rentrent forcément par les valeurs. C'est ça qui est le socle commun de tout le monde. Et dans tous nos organismes-là, et notamment nos différentes filières, on a énormément de produits différents. Et comment on fait pour parler d'une voix? C'est quand même des challenges majeurs. Sophie, peut-être que tu peux commencer. Enfin, c'est vrai que les fruits et légumes, c'est vaste. Comment on parle d'une voix de fruits et des légumes? Sur le papier, on doit représenter 80 produits. Donc c'est vrai que ça en fait. Donc à valoriser auprès du consommateur. Mais de cette diversité, on en a fait finalement notre richesse. Parce que les fruits et légumes, il en existe de nombreux, de toutes les couleurs, de toutes les saveurs. Il y a les petits, il y a les grands, il y a des lisses, il y a des sucrés, il y a des acidulés. Et en fait, on a fait de cette diversité de nos produits un parallèle avec la diversité de notre société. Je pense qu'il y a autant de fruits et légumes différents que de personnes différentes pour constituer
notre société. Et je pense que c'est ce qui plaît aujourd'hui, cette complémentarité, ou en tout cas ce parallèle entre nos produits et les gens d'aujourd'hui. Et voilà, plutôt que de parler générosité, parler de diversité et de richesse qui composent tout notre étal. Et je pense qu'il y a bien un fruit et légumes que monsieur et madame tout le monde appréciera et aura envie de consommer. Ça, c'est un message qu'on peut entendre, nous, dans la filière vin, parce que je pense que, vu la diversité de l'offre qu'on a aussi, chacun peut s'y retrouver. Samuel, toi, tu en penses quoi ? Je pense que sur la notion de valeur, on se rejoint. Quand on arrive à trouver des valeurs qui vont être des vecteurs de communication et que l'on aura, on va dire, fierté à porter à l'intérieur de nos différents signes de qualité, puisque dans le vin, on a une multiplicité de signes de qualité, parfois difficilement compréhensible pour le consommateur parce que c'est beaucoup de proximité dans la différenciation de nos signes de qualité. Donc on essaye de pas trop non plus cultiver cette différenciation parce que sinon on n'est pas très audible. En revanche, je pense que on a réussi sur certains sujets et Vinsta est une belle illustration au niveau de Vin et Société, c'est d'avoir un marketing et un véhicule de communication qui est assez unanime, qui va refléter un lifestyle ou en tous les cas un style, une universalité où les régions et les signes de qualité vont avoir une capacité à se ranger derrière et à pouvoir communiquer sur un chapeau unanime. Et c'est un peu tout ce travail qu'il faut faire sur la communication collective et une puissance de communication collective. Alors, je fais un petit aparté pour ceux qui ne connaissent pas Vinsta, quand même, c'est le média du coup de Vin et Société. On est présent sur Instagram et TikTok et l'idée c'est de parler du vin en général et pas forcément de toutes ses spécificités, justement de manière assez collective. Et on va parler vraiment de manière très simple, déstructurée et décomplexée du vin. Toi, Adrien, est-ce que vous avez quelque chose de similaire aussi On va se rejoindre effectivement dans les produits laitiers. Si on prend l'exemple du fromage, il y a à peu près 3000 fromages en France. Donc ça fait autant de producteurs, voire plus. Et un pays ingouvernable. Voilà, exactement. Et il n'y a pas que 365 fromages, il y en a 3000. C'est le chiffre qui fait que monter en fonction des nouvelles appellations, etc. Il y a les appellations, il y a les signes de qualité, il y a les signes géographiques. Donc ça fait toute une diversité de produits. On est au sein d'une filière, ils sont tous aussi concurrents entre eux, donc ils ont chacun leur singularité. Donc nous, au CNIEL, on a créé cette signature grand public qui est les produits laitiers sur nos amis pour la vie, qui traverse les générations depuis les années 70. Donc ça aide à avoir un socle fort en termes de communication qui plaît aux consommateurs, dont la musique a dû rentrer dans la tête. Mais il y a aussi, donc sur ça c'est la partie produit, mais c'est plus facile, on va dire, sur des sujets d'engagement, par exemple le bien-être animal, l'environnement, où on va être utile à tous les acteurs. C'est-à-dire que pourquoi ce serait plus à un acteur que l'autre d'en parler ? Parce que s'il en parle, il communique dessus, ça en profite à toute une filière. Donc autant que ce soit le collectif et donc le CNIEL qui communique sur ces sujets et qui profite à tout le monde, que ce soit pour rassurer, que ce soit pour affirmer un message. Mais quand vous voyez des sujets qui peuvent être touchy aujourd'hui, l'impact environnemental de la filière laitière, l'engagement sur le bien-être animal des éleveurs, la qualité du lait, etc., quand on voit des rappels produits, etc., c'est là où en fait le collectif a un intérêt en termes de communication et va se différencier d'une communication de marque où effectivement, parler du bien-être animal, si elle en parle, ça va servir à tout le monde. Si elle parle de l'engagement sur l'environnement, alors après, ils peuvent avoir tout à chacun leur signe de différenciation, mais sur un socle commun de valeurs pour rassurer, pour affirmer, pour communiquer auprès du consommateur, là, effectivement, l'intérêt du collectif et de la communication collective, effectivement, a un sens. Et parce que justement, si on parle de sujets un peu touchy, quels sont les principaux défis justement pour avoir cette voix commune parce que j'imagine qu'il y a forcément des tensions, parce qu'il y a des avis divergents. Et Rhys, vous, dans votre collectif, vous faites comment pour avoir cette voix commune et quelles sont les tensions que vous pouvez gérer ? J'allais justement rebondir là-dessus. On a beaucoup parlé de valeurs. Nous, donc le collectif existe depuis 2007, donc quasiment 20 ans d'existence. En fait, on voit qu'au-delà des valeurs, de s'écrire des beaux mots sur une page, c'est aussi s'aligner sur les intérêts collectifs et sortir des intérêts individuels, arriver à se détacher des intérêts de chacun pour dire collectivement qu'est-ce qu'on va faire et être prêt aussi à faire on parle énormément de consensus. Pour se dire, il y a des choses sur lesquelles, oui, individuellement, ça va pas forcément m'aider,
Mais par contre, à l'échelle collective, là, ce sera bon. Donc c'est comment chacun peut faire un pas vers l'autre pour qu'on s'en sorte bien sur certains sujets. Donc sortir des intérêts individuels pour aller vers le collectif, ça c'est le premier point. Et le deuxième point, je dirais, c'est ne pas négliger l'interne. C'est-à-dire que quand on va se mettre ensemble avec d'autres structures, il faut aussi embarquer nos propres entreprises. Enfin, on voit les producteurs doivent embarquer leurs propres entreprises dans l'aventure collective. Donc c'est ce double truc de l'intérêt plus embarquer tout l'interne dans l'aventure. Donc en fait, dans la construction de ton intelligence collective, tu as beaucoup de pédagogie à faire. Tu dois informer ceux qui sont dans ton collectif, mais eux doivent aussi informer leurs opérateurs. Exactement. C'est la raison pour laquelle on a mis en place des formations sur justement faciliter l'intelligence collective. J'ai des adhérentes dans la salle qui ont fait cette formation. Et en fait, on voit que c'est vraiment un vecteur de facilitation, ça fluidifie les échanges, ça nous a permis, on a eu des moments de friction, notamment dans les conseils d'administration, parce qu'on ne se comprenait pas. Et en fait, d'amener la facilitation en intelligence collective, c'est très long à dire, mais c'est très utile. Ça permet vraiment de ramener du dialogue. Et maintenant, on a des réunions avec un niveau d'écoute et de dialogue qui est vraiment hyper intéressant. Donc voilà. Ça permet aussi de comprendre les enjeux des autres, parce que parfois on est tellement dans son secteur, dans son métier, qu'on ne comprend pas que l'autre s'assit à d'autres intérêts qui pourraient potentiellement ruisseler sur nous. Tout à fait. Et justement, vous voyez, donc, vous êtes sur une multiplicité de produits, nous on est sur une multiplicité de terroirs, avec des enjeux climatiques qui sont différents, des enjeux pression maladie qui sont différents. Donc quand il faut tous se mettre d'accord autour de la table, par exemple pour s'aligner sur un cahier des charges, avec des attentes environnementales, restrictions au niveau intrant, au niveau consommation d'eau, etc. C'est pas forcément évident. Donc c'est comment on va faire en sorte de dialoguer pour trouver le dénominateur commun le plus important. Et vous, Sophie, chez Interfel, vous avez eu à gérer quel genre de conflits, tensions un peu les mêmes ou Beaucoup de similitudes avec ce qui vient d'être dit. Je pense que le mot d'ordre, c'est oublier, mettre de côté ses intérêts personnels. La casquette de producteur, d'expéditeur, de grossiste, etc. On la met de côté et on pense global, on pense commun. Dès lors, on est dans une instance interprofessionnelle. Au sein d'Interfel, on a une commission communication qui réunit évidemment l'ensemble des familles des maillons de la filière. Et toute décision est prise de manière collective. Alors avec évidemment de nombreuses discussions parfois, des avis divergents, mais le but est d'arriver à une prise de décision, en tout cas partagée et acceptée de tous. Samuel, nous, dans nos échanges, on avait parlé aussi des budgets, d'éviter le saupoudrage justement, de se dire on fait collectif pour porter, vu qu'on n'a pas forcément des budgets tous extensibles, se focaliser sur une action. C'est probablement le plus dur et ce qu'on a beaucoup de difficultés, nous, dans la filière vin, puisqu'il y a beaucoup d'autonomie dans les sections interprofessionnelles de nos appellations, avec une tendance parfois à vouloir finalement tirer la couverture à soi en parlant de sa propre appellation. Ce qui revient en fait, pour aller dans le sens des collègues, c'est la capacité d'une force, d'une communication collective, c'est le sentiment d'appartenance à ce message collectif, la capacité ensuite à éteindre l'intérêt privé vers un intérêt collectif, et derrière, la troisième chose, le livrable de cette communication collective où chacun, pour le coup, va y trouver là, pour le coup, un retour sur son investissement, de son investissement collectif. C'est extrêmement compliqué puisque, on l'a dit, quand il s'agit d'une crise, on a assez facilement une conscience de se rallier derrière la communication collective. Quand il s'agit de faire de la promotion positive, c'est toujours un peu en tous les cas, nous, dans la filière vitive, c'est tellement éclaté, vous aussi, mais nous, on a vraiment des régionalismes tellement forts que à chaque fois, le naturel en vient un peu au galop. Et moi, j'appelle souvent à ne pas, surtout quand on est dans une période, nous, avec quelques soucis de commercialisation, de ne pas faire du saupoudrage qui, souvent, en fait, ne correspond pas à la recherche du message, comme on l'a dit très justement, du produit vin, qui doit être un petit peu la marque chapeau de ce qu'on doit porter en communication.
Et spécifiquement dans les campagnes de communication collective, comment on fait pour embarquer ces acteurs qui ensuite, justement, ils trouveront leur compte après, porteront la campagne, en parleront peut-être au niveau régional ou dans leur structure. Comment on fait pour que voilà, ils se sentent concernés et portent cette action collective également, vu que apparemment ça a l'air d'être un clé du succès d'une campagne collective. Je me permets d'ouvrir le bal. On constate que le fait le participatif, en fait, c'est la clé pour l'engagement. C'est-à-dire que le fait de construire une stratégie ou des éléments de communication et juste dire allez-y, dites ça, ça fonctionne pas. Par contre, de co-construire via des commissions, via des groupes de partage, etc., ça permet de rendre les gens acteurs et de les faire vraiment mettre les mains à la pâte. Et donc ça, c'est un truc qui fonctionne très très bien. Pour faire adhérer. À titre d'exemple, on a eu un V d'or d'ailleurs dimanche soir pour ce projet-là. On a lancé une étude qui s'appelle CLISEV sur l'impact du changement climatique sur les conditions de travail des vignerons. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites sur l'impact du climat sur les vignes, sur le végétal, mais très peu sur les conditions de travail des femmes et des hommes qui travaillent la vigne. Et justement, via cette enquête, on a mobilisé 10-15 adhérents producteurs des caves coopératives des domaines qui ont répondu à l'enquête. Et en fait, on se rend compte que forcément, quand les gens ont répondu à l'enquête, quand les gens sont impliqués, de suite derrière, les messages, ils sont portés par tout le monde, il y a un intérêt global. Et la conclusion de ça, c'est qu'on a fait un guide de bonnes pratiques dans lequel on est venu mettre des éléments, c'est du bon sens paysan, mais c'est quand même sur quel réflexe à avoir en période de forte chaleur. Ensuite, forcément, chacun va davantage se prendre en main sur ce guide de bonne pratique, le diffuser, l'imprimer, le mettre au caveau, parce qu'il aura répondu à l'enquête et que ça, c'est la finalité, mais finalement, tout ce qui aura été fait en amont donnera du sens à cette finalité. Et chacun va davantage s'impliquer. Et vous, Adrien, du coup, avec votre éparpillement d'acteurs, de marques, comment vous faites pour fédérer les acteurs ? Je vais rejoindre ce qui a été dit. Effectivement, la participation, c'est la clé. Effectivement, une communication descendante, que ce soit auprès du consommateur ou même d'une société, d'une interpro, peu importe, ça ne marche pas. Donc effectivement, c'est les faire participer, mais directement, c'est-à-dire dès la définition de la stratégie, sur les objectifs, sur le but souhaité, recherché, se reposer sur des études. Nous aussi, effectivement, c'est la base dans la prospection, l'étude. Ça permet aussi tout à chacun de ne pas sortir juste une idée. Souvent, dans la communication, on se pose toujours sur des idées créatives, mais l'idée, c'est de savoir, mais sur quoi on se base. Et après, c'est aussi les inclure dans nos communications. C'est-à-dire que quand on a des communications, que ce soit une pub télé ou des créations de contenu avec des influenceurs, on veille à ce que ce soit toujours des acteurs de la filière laitière et pas des comédiens qui sont présents et qui portent le message. Et ça aussi, ça permet vraiment à tout à chacun de sentir ce sentiment de fierté et de pouvoir relayer. Donc qu'on fasse une pub télé, qu'on invite un Jamy ou un Inoxtag à la ferme, à la laiterie, c'est eux qui portent le message. Il y a l'influenceur qui donne la visibilité à la communauté, mais après, c'est le porte-parole de la filière qui donne la crédibilité et la légitimité du message, et que ce soit auprès du consommateur, mais aussi auprès de ses pairs, et qui permet après un relais naturel de la part de toutes les parties prenantes qui participent à la communication. Donc effectivement, je rejoins, c'est la participation à tous les maillons de la chaîne de la communication, de la production à la diffusion. Sophie, vous aussi, vous arrivez à embarquer vos acteurs comme ça ? Ouais, concrètement, la co-construction, je pense que c'est l'élément déterminant pour avoir l'adhésion de l'ensemble des acteurs d'une filière. Pour citer un exemple, quand on a lancé notre nouvelle campagne de communication, au préalable, on a fait un séminaire stratégique où on a réuni l'ensemble des acteurs de la filière. On a redéfini ensemble les priorités, notre cible, tout simplement, redéfinir quelle est la cible prioritaire, redéfinir la raison d'être des fruits et légumes frais. Tout bête, on n'avait jamais fait l'exercice de le faire avec les acteurs de la filière. On y a pris du temps, ils l'ont défini également collectivement et ils se sont appropriés cette raison d'être. Et on a coécrit ensemble cette nouvelle plateforme de communication. Donc comme disaient mes collègues, ils ont été finalement partie prenante dès le départ, dès la première réflexion, et ils ont été impliqués dans tout le process, jusqu'à la sélection de l'agence, jusqu'à la stratégie de moyens. Et on les a aussi impliqués, on leur a donné aussi des outils pour qu'ils soient le relais de cette campagne et pour qu'ils se l'approprient et qu'ils la diffusent eux-mêmes auprès de leurs clients, auprès de leurs convives, etc. La co-construction, je pense que c'est déterminant. Sinon, si c'est quelque chose d'imposé, ils ne vont pas forcément y adhérer. Donc il faut forcément être dans une optique un peu de temps long, non, quand on construit comme ça une stratégie.
temps long. Peut-être juste pour ajouter une chose, parce que je partage co-construction, sentiment d'appartenance, emmener nos mandants dans le projet général, probablement aussi leur faire comprendre, c'est peut-être ça la subtilité, et nous on l'a vécu dans la filière vin, qu'on ne communique pas pour eux. On communique pour un objectif conso, un objectif recherche de nouvelles cibles de commercialisation, etc., et pas pour eux. Ça, c'est souvent la difficulté qu'on a à mener, c'est qu'ils prennent la communication directement pour eux. Or, c'est pas eux la cible. Et cet équilibre-là, il est parfois un peu compliqué parce que, on va pas se cacher, il y a des budgets et politiquement, on veut aussi faire plaisir à nos mandants. Donc, on a un peu cette schizophrénie à tenir un peu là-dessus. Et donc, voilà, ça fait partie aussi de la subtilité de ce qu'il faut mener quand on fait de la communication collective. Et justement, si on parle du coup de attente consommateur, Adrien, vous, par exemple, vous avez une marque qui est assez forte. Les produits laitiers sont nos meilleurs amis pour la vie. Est-ce que vous voulez surfer sur ce genre de campagne collective pendant longtemps ou au contraire, vous vous dites c'est bien parfois de temps en temps de casser les codes, que le consommateur ne s'attende pas forcément à nous attendre là où on va être. Sophie, c'est aussi bon pour vous. Les 5 fruits et légumes par jour, on l'entend quand même beaucoup. Est-ce que voilà, c'est des campagnes collectives sur lesquelles vous devez capitaliser ou au contraire, vous avez envie de checker un peu tout ça, quoi? Alors, juste pour commencer, le consommateur, il n'est pas dans l'attente d'une campagne publicitaire. Il n'attend pas ça de nous. Nous, on aimerait, mais ce n'est pas ce qu'il attend. Effectivement, on a un univers créatif assez fort qui date depuis les années 70 et qui a marqué, on va dire, chaque génération. Mais ça ne veut pas dire qu'on se repose sur ça. Il faut toujours se renouveler, adapter la créativité à la nouvelle génération avec les nouveaux codes. Par exemple, les fruits et légumes ont 5 fruits et légumes par jour. Nous, on avait les 3 produits laitiers par jour. On a décidé de retirer ce slogan pour des raisons d'acceptabilité de la cible consommateur. Ça a commencé à avoir un discours trop lobbyiste pour eux. Et du coup, certains se demandaient est-ce que c'est des vraies recommandations de santé publique ou un message publicitaire. Donc ça aussi, c'est une écoute sociétale qui permet aussi de se dire on perd l'utilité du message qu'on veut passer en communiquant dessus. Donc autant laisser les professionnels de santé et les instituts de santé publique le communiquer et nous, plutôt nous reconcentrer sur ce qu'attend le consommateur. Et c'est là, nous, on va passer des études, l'interroger et voir qu'ils attendent plutôt qu'on communique sur les méthodes de production, la qualité de nos produits, l'origine de nos produits, et donc pas sur les attentes de nutrition et de santé. Donc ça aussi, ça permet de remodeler. Ça veut dire qu'après, la signature peut rester, mais le discours doit s'adapter au consommateur. Et ensuite, après, à nous de trouver le meilleur aspect créatif, le meilleur mode opératoire pour pouvoir parler à la cible. Dernièrement, on a créé une communication autour du manga. C'est-à-dire que voilà, le manga, aujourd'hui, pour ceux qui ont des enfants, c'est partout, c'est plus vendu que la BD. Et donc, on a été la première marque, tout secteur confondu, à communiquer sur le manga. Alors, effectivement, on a dû le faire valider en interne. On a le même problème, comme vous le disiez, effectivement, il faut dire à notre filière que c'est pas pour vous, parce que ça leur parle pas, le manga, mais attendez, on est la filière laitière. Je vois pas pourquoi on va faire un manga. On a carrément fait un manga aussi, donc il faut convaincre, il faut embarquer. Donc là aussi, les chiffres et les études permettent, mais après, c'est l'audace et d'essayer d'emmener et de leur dire que voilà, aujourd'hui, pour sortir du lot, que ce soit dans un tunnel publicitaire ou autre, faut rappeler aussi qu'on n'est pas une marque, donc on est moins identifiable pour le consommateur que quand on retrouve dans un rayon de supermarché ou au marché, peu importe le produit. Donc il faut savoir aussi se démarquer. Mais pour autant, voilà, c'est tout un cheminement entre l'écoute du consommateur et aussi cette capacité à casser les codes. Et donc arriver, on n'attend pas la filière laitière à communiquer autour du manga, à sortir un manga qu'on peut retrouver à la FNAC, en librairie, etc. pour parler de comment on produit du lait, des métiers du lait aussi, un sujet qu'on n'a pas parlé, c'est aussi l'attractivité de nos métiers, là aussi où l'interprofession, où la filière et une communication collective aide. Mais effectivement, oui, c'est casser les codes, mais tout en écoutant toujours la société et pas se parler à nous-mêmes. Les attentes des consommateurs, je pense qu'elles sont nombreuses et variées. Pour reprendre, effectivement, les fruits et légumes frais, aujourd'hui, je pense que tout le monde connaît manger 5 fruits et légumes par jour. Pour autant, quand on regarde les chiffres, la consommation de fruits et légumes frais ne cesse que de diminuer. On a un effet intergénérationnel négatif, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon. Ce qui signifie que cette injonction, parce qu'il faut se le dire, manger des fruits et légumes, il faut en manger parce que c'est bon pour la santé,
il y a quand même une approche un peu d'obligation et pas trop de plaisir. Donc on a vraiment voulu, surtout pour s'intéresser à cette nouvelle cible, les 25-34, nouvelle cible que se sont donc définis les acteurs de la filière, on a vraiment voulu se détacher de cette obligation de santé publique et de ramener un peu de légèreté finalement avec nos produits et rendre ces produits, des produits du quotidien, accessibles à tous et source de plaisir et de simplicité. Donc c'est ce qu'on a essayé de faire en arrêtant ces 5 fruits et légumes par jour et en allant sur quelque chose de complètement différent, de redonner au consommateur cette liberté, ce choix. Il a le choix de manger des fruits et légumes frais, finalement, quels qu'ils soient, d'où qu'ils viennent, quand il veut, comme il veut, à tout moment de la journée, avec qui il veut. Donc on redonne au consommateur cette liberté, ce choix, ce libre arbitre, et on arrête de lui dire qu'il ne faut pas, ou qu'il faut manger plus, ou pas assez, ou avec moins sucré, moins salé. C'est plus ça le sujet d'ailleurs. On arrête de le culpabiliser aussi. Et il devient maître de sa propre consommation. C'est inspirant pour nous parce que c'est vrai que nous, on a beaucoup codifié la consommation de vin. On a toujours dit il faut manger du rouge avec de la viande. Bon voilà, t'as telle bouteille avec tel plat. Samuel, est-ce que du coup, c'est pas inspirant pour nous de se dire que voilà, nous aussi, il faut arrêter de penser que c'est dans des codes, qu'il faut faire ci, ça et dire aux consommateurs bon, voilà, fais un peu comme tu veux et on parle peut-être d'autre chose que des codes qu'on a déjà actuellement. Alors, on a un enjeu quand même sur la filière vin qui n'est pas moindre, c'est que si on laisse la santé publique parler de nous, ils vont aller vers l'abstinence. Donc là, je vais avoir un souci. Donc je suis obligé de rappeler de temps en temps qu'il y a effectivement des critères de santé publique et que je les affirme volontiers, parce que sinon je vais avoir des difficultés là pour mes mandants de leur expliquer qu'il faut communiquer. Nous aussi, dans le vin, il faut qu'on casse les codes. Tu as raison, Marion, c'est vrai que traditionnellement, on a associé le vin rouge au repas traditionnel du midi, etc. Et tout, sauf qu'il y a eu une rupture totale. C'est plus comme ça qu'on vit, c'est plus comme ça. Le vin doit devenir beaucoup plus nomade. Et moi, j'aime à penser en fait qu'on doit continuer de garder cet aspect très culturel et patrimonial du vin pour un marché que j'appelle ascendant, les gens qui viennent au vin et qui auront conservé cette transition de patrimoine culturel. Et puis on a toute une partie avec la rupture générationnelle de consommateurs qu'on doit aller rencontrer. C'est un marché qui est descendant et là-dessus, il ne faut pas qu'on hésite, nous, le vin, à être sur des choses beaucoup plus conceptuelles. Et pourquoi pas, oui, le langage, je le comprends, c'est exactement comme ça qu'il faut travailler. Rendre nos produits aussi beaucoup plus compréhensibles, accessibles, moins complexes, etc. Vous savez, ce sont les difficultés que nous avons avec tous ces signes de qualité qu'on a su produire, qui sont une véritable valeur française, mais on a peut-être rendu ça un petit peu aussi distant pour une jeune génération qui arrive aujourd'hui sur le marché. Et toi, Iris, c'est un peu particulier parce que du coup, le vigneron engagé, c'est un label. Est-ce que tu penses du coup que c'est une force vis-à-vis des consommateurs, vu qu'on sait parfois que les labels rassurent, on se dit il y a quelque chose, c'est certifié, je vais y aller, je vais consommer. Comment vous voyez ça, vous, dans le collectif ? Oui, c'est sûr que le label, c'est un facteur de réassurance pour beaucoup de consommateurs. Alors, je débunk aussi quelque chose qui vient souvent, c'est le général russe avec certaines bouteilles, on va retrouver les concours général agricole, les labels, etc., X, Y, Z. Ça peut parfois perdre le consommateur. Après, globalement, on voit quand même que c'est un élément de réassurance pour beaucoup quand ils les comprennent. Donc on a aussi, il y a le macaron qui permet de faciliter l'acte d'achat, mais on a aussi tout un enjeu de communication sur qu'est-ce qu'il y a derrière ce macaron, qui sont les producteurs, quels sont leurs engagements, etc. Je sais plus ce que je voulais dire. Si, je sais. Et en fait, en termes de notoriété, on voit quand même que les consommateurs connaissent de plus en plus de labels. Il y a une étude qui a été faite, qui est faite chaque année par SoWine et Dinata, et où on interroge les consommateurs sur le taux de notoriété assisté. C'est-à-dire, on leur donne une liste de labels environnementaux et RSE, on leur dit lesquels vous connaissez. Donc forcément, agriculture biologique arrive en première position avec à peu près 80% de taux de notoriété. Et ensuite, il y a un gros décrochage. Vigneron engagé arrive en seconde place avec à peu près 40%. Puis haute valeur environnementale et d'autres démarches. Mais on est quand même sur un pool de labels à peu près 30%. Donc on voit qu'un consommateur sur 3, quasiment les connaissent. Donc il y a une certaine acculturation sur les labels qui rassure, bien entendu.
Parce que du coup, on en parlait ensemble, Samuel, c'est vrai qu'on voit du coup qu'il y a deux communications collectives un peu qui se font écho, hein, il faut qu'elles existent en parallèle. Les communications qui rassurent, avec les labels, les AOC aussi qui rassurent, mais aussi les communications qui cassent les codes. Voilà, le côté là, où on va communiquer du vin là où on n'attend pas à ce qu'il soit. Donc voilà, Samuel, tu me disais qu'il y avait deux types de vins. Peut-être que tu veux développer sur les vins culturels et conceptuels. Oui, c'était cette définition de comprendre aujourd'hui qu'on doit penser le marché de façon plus éclatée. Il n'existe plus un seul marché. Nous, la filière vin, on a longtemps eu cette chance quelque part d'avoir un consommateur assez volumique finalement qui cachait en fait un besoin de performance, et on a beaucoup travaillé sur une communication très élitiste et on a probablement oublié une partie de notre consommateur originel. Aujourd'hui, on en paye une partie de conséquences économiques, mais pas que, hein, parce qu'il y a aussi une tendance sociétale de moins de consommation à l'endroit de l'alcool, donc ça on l'accepte également, et c'est tout le travail qu'on a à faire sur la régulation de nos productions. Mais cette capacité qu'on a aujourd'hui, et d'ailleurs j'ai vu cette machine très sympa là, de distribution de vin, là, comme je disais, à rendre plus nomade le vin. J'ai un exemple. En Suède, on appelle aujourd'hui la Suède un pays du vin. Et je pense, pour avoir analysé un peu les choses, quand on dit pays du vin, c'est pas un pays où on produit du vin, c'est un pays où le vin est majoritaire dans la consommation d'alcool. En fait, ce pays a rendu le vin extrêmement nomade. Et en fait, on voit qu'aujourd'hui, c'est une obligation pour nous, filière vin, de se réinventer. La bouteille de 75 centilitres en verre, probablement, elle sera destinée sur des grands crus, sur des grandes bouteilles, certes, mais probablement pas pour une consommation nomade. Donc, ces vins conceptuels, des contenants de l'innovation. On a beaucoup de mal, on est très poussiéreux là-dessus, mais je pense que l'histoire va nous pousser à aller maintenant beaucoup, beaucoup plus vite. Et en parlant d'innovation, est-ce que vous pouvez nous partager un peu vos retours d'expérience? Est-ce que vous avez une idée créative à travers vos dernières campagnes ou vos communications qui pourrait un peu nous inspirer et quels ont aussi été les indicateurs que vous avez suivis pour voir si cette idée créative a en fait été un succès ou non? Allez-y, je suis intéressée de voir les autres filières. Comme je disais, on a eu le manga. Donc le brief de base, c'est notre président, donc notre ancien président Thierry Roquefeuille, qui nous a dit on veut marquer une génération. Donc déjà, il faut savoir quelle génération pour savoir laquelle marquer. Et ensuite, quels sont les codes. Donc effectivement, déjà, quand vous voyez la filière laitière et que vous leur dites qu'on va produire un manga, faire une pub manga, il faut embarquer tout le monde. Et les membres de notre commission communication, c'est des gens qui ne sont pas du tout dans le manga. Donc il faut déjà leur vendre l'idée. Et les faire croire et adhérer que tout est possible. Ils disent mais qui va acheter? Parce qu'en fait on fait un manga, donc c'est pas quelque chose qu'on donne, c'est des gens qui vont devoir aller acheter un outil de communication en soi. Donc il y a ça, c'est les embarquer aussi là-dedans. Et comme autre exemple aussi qui peut vous parler, vous avez dû entendre parler d'Inoxtag qui a gravi le Mont Everest l'année dernière. On s'est associé à Inoxtag qui a emmené un fromage, donc une tome de Savoie, à l'Everest. Donc l'idée c'est comment on fait comprendre à nos adhérents on va faire une communication à l'Everest, c'est quoi le rapport, l'Everest, notre marché c'est la France, etc. Donc leur faire comprendre c'est qui Inoxtag, c'est pas de l'inox comme il y a dans les cuisines, etc. Donc c'est tout un cheminement d'accompagnement et de leur faire comprendre que voilà, Inoxtag a passé beaucoup de temps en Savoie pour se préparer à monter l'Everest. Il est tombé amoureux de l'atome de Savoie, donc on a un sujet sur les produits de montagne, donc ça colle aussi. L'atome de Savoie, on va l'emmener pour produire la sienne, donc il a expliqué à toute une génération, parce qu'il est suivi par 8 millions de personnes, et souvent des très jeunes qui ont aussi moins d'affinité naturelle vers ces fromages de région, de terroir. Et du coup, c'est aussi les emmener sur comment c'est produit le fromage, qu'est-ce que mange la vache, comment on passe du lait au fromage. Donc c'est une vidéo qu'ils n'auraient probablement pas regardée si Inoxtag n'était pas ici. Inoxtag est venu ici au Salon de l'Agriculture, qui se déroule là dans 10 jours, distribuer sa tome. Ça en a fait aussi beaucoup de papier. Et ensuite, il l'a emmené à l'Everest. Alors pareil, quand il nous en parle, j'ai aucune idée que ça va faire 40 millions de vues, etc. C'est aussi saisir l'opportunité de se dire, il y a un potentiel, on y croit, on l'accompagne. Alors c'est très facile, une fois que c'est fait, de dire, bah oui, nous aussi on aurait pu le faire, ou il aurait fallu le faire. Mais au moment, même Inox, s'il était là, vous direz que c'était très compliqué de convaincre des partenaires pour l'emmener avec lui, monter l'Everest. Parce que, et puis il y a un risque. Est-ce qu'il ne le monte pas? S'il échoue, qu'est-ce qui se passe quand on devient notre communication? Donc voilà, il y a aussi des prises de risques où il faut savoir les prendre, les amener.
Et une fois que c'est fait, une fois que ça marche, c'est facile d'après tirer profit, mais il faut aussi montrer les études. Ok, il a emmené le fromage et so what? Qu'est-ce que ça a changé pour nous? Et donc là, après, c'est les études post-test qui permettent de légitimer, de montrer que voilà, on transmet, les produits laitiers deviennent plus 10% en love brand, qu'il y a une intention de consommer du fromage et de découvrir ces fromages aussi de montagne qui explosent, etc. Et forcément, s'attacher aussi aux valeurs qu'Inox a partagées, ces valeurs de déconnexion, ces valeurs de dépassement de soi. Effectivement, on a toujours peur avec les influenceurs, qu'est-ce que ça distribue comme message, etc. Donc voilà, ça aussi, ça a cassé les codes, ça a beaucoup fait parler, ça a divisé, ça a rassemblé au final, mais à nous aussi d'embarquer ce collectif et de convaincre. C'est aussi ça le boulot des équipes, on va dire, des équipes de communication, et pas que, bien entendu, de communication. Ouais, donc encore une action vraiment dans le temps long aussi, parce que le moment où vous l'avez formé à l'Everest, il y a eu quand même... Ah oui, lui, sa préparation a duré 1 an. Ouais. Et c'est à peu près le temps qu'il a fallu pour convaincre tout le monde en interne. Ouais. Et après se lancer. Donc effectivement, oui, c'est un temps long, comme sa préparation. Mais effectivement, par moment, le temps ne nous est pas permis. Donc c'est là aussi que c'est plus compliqué de prendre certaines décisions. Afin qu'on puisse peut-être prendre quelques questions à la fin, je vais vous poser une dernière question à vous. L'intelligence collective, c'est la construction d'une vision. Vous, quelle est la vision que vous avez pour vos secteurs respectifs? Ou pour ton organisme aussi, Iris? C'était à moi. Ouais, vas-y. D'accord. Alors attends, je relis mes petites notes. Pour pas vous dire de bêtises, c'est important quand même. En préparant la table ronde, il y a un enjeu de confiance qui me vient en tête. Confiance entre le consommateur et les entreprises. Aujourd'hui, on demande à la filière de plus seulement de faire des bons produits, mais aussi de s'engager d'un point de vue environnemental et d'un point de vue social. On voit qu'il y a une crise de la confiance globalement entre les consommateurs et les marques, les entreprises. Il y a un besoin de réassurance qui est énorme. Donc c'est comment on arrive à faire du lien, à remettre de la transparence, à communiquer. Justement, la communication va permettre d'amener cette transparence, à la fois sur les pratiques, sur des indicateurs quand c'est possible. Donc quels indicateurs on veut communiquer, comment on les agglomère à l'échelle collective, comment on fait pour communiquer non plus sans greenwashing aussi, pas juste prendre des exemples individuels qui vont être anecdotiques, mais essayer de communiquer de manière réaliste. Voilà, donc c'est cette notion de confiance pour moi qui est centrale. C'est ce qu'on fait d'année en année avec Vignerons Engagés. C'est des thématiques sur lesquelles on travaille, notamment lors des rencontres du vin de demain, qui est un événement qui a lieu dans un mois. On va parler communication, engagement, plein de thématiques en lien aussi avec la distribution. Voilà, pour créer vraiment cette émulation collective et essayer de s'inspirer et trouver les bons messages, le bon dosage et faire en sorte d'avoir le bon lien avec les consommateurs. Sophie, vous, pour les fruits et légumes? Je pense que ce qui est important, c'est de poursuivre cette communication collective, d'essayer de toujours et encore proposer des produits, fruits et légumes de qualité aux consommateurs, mais rester toujours attentif aux attentes sociétales qui sont encore et toujours de plus en plus nombreuses. Être aussi attentif au mode de consommation. On a des consommateurs qui évoluent beaucoup, leurs usages, leur mode de vie. C'est important pour des produits de suivre ces évolutions, pour avoir des produits innovants. On parlait d'innovation tout à l'heure. Les fruits et légumes frais doivent aussi innover pour apporter des produits et des services qui répondent aussi à des attentes fortes de consommateurs. On a des consommateurs qui sont toujours à la recherche de rapidité, de praticité, de quasiment immédiateté, et c'est pas forcément toujours évident de répondre à ces attentes conso, et pour autant c'est un vrai enjeu et un vrai défi. Je vais rejoindre un peu, mais effectivement, pour partir de l'intelligence collective, c'est de partir de l'entente de toutes les singularités individuelles pour venir vers une singularité collective. Et effectivement, ça revenait à ce qu'on disait, c'est que tout à chacun arrive et enlève sa casquette et se mettre à mettre une casquette commune. Mais pour ça, il faut qu'ils se sentent entendus. Il faut que tout à chacun y retrouve un intérêt commun. Et une fois qu'on arrive à avoir cette singularité collective, on peut partager une vision. Donc cette vision, effectivement, elle permet de définir un but
commun, de fédérer tout le monde. Et cette vision, elle doit être en phase avec la société. Et ça aussi, c'est le rôle du collectif de permettre de prendre cette hauteur et de rassembler autour de la table aussi cette vision du consommateur pour pouvoir répondre aux attentes sociétales et aux attentes de la filière et aux attentes de nos mandants. Effectivement, elle est là, effectivement, la difficulté, et par moments, ça passe par des conflits, ça passe par des débats, et ça doit amener nécessairement, effectivement, une entente collective. Donc la vision, au sens d'une interprofession, elle passe par l'entente du collectif et d'arriver à, oui, on pourrait appeler une singularité collective. Donc des enjeux d'écoute, de compréhension, et aussi parfois d'aller voir un peu ce qui se fait ailleurs, peut-être. Oui, nous, on a une nécessité impérieuse de développer nos marchés export, plus et plus dynamiques que sont aujourd'hui cette situation. Et moi, je reste intimement convaincu, parce que c'est mon métier, je fais beaucoup d'exportation, c'est la valeur France qu'on sait exporter. C'est un lifestyle à la française, c'est nos régimes méditerranéens, c'est tout un bagage qu'on devrait embarquer ensemble. Je l'avais dit au président Macron il y a quelques années en lui disant emmener nos filières à travers le monde. Et je pense que déjà, moi, j'ai du mal à fédérer ma filière pour être transrégionale, mais il faudrait être transfilière en réalité. Les Italiens ont réussi à le faire. Ils ont fait vibrer l'international à travers le lifestyle italien. Et la réalité, c'est que quand je suis de l'autre côté de l'Atlantique, on regarde la France, on ne regarde pas l'ultra-régionalisme que nous, on cultive peut-être un peu trop sur le territoire. Et je suis encore une fois convaincu que le jour où on saura embarquer la valeur France, on saura faire de la France en tous les cas, une meilleure progression que ce qu'on constate aujourd'hui, parce qu'on a des budgets, on a des idées, mais voilà, il manque le petit plus qui ferait qu'on grandirait ensemble. Voilà. Merci à tous pour vos échanges. Déjà, bravo.